Donc pour cette dernière table ronde, on a donc trois personnes à mes côtés. On a Audrey Vermont, que vous avez déjà vue hier soir, autrice et comédienne. Nous avons aussi Christine Poupin, merci d'être là avec nous, porte-parole du NPA l'anticapitaliste et animatrice de la Commission nationale écologie du NPA. Et enfin, Aymeric Caron, que vous commencez à connaître, président fondateur de la Rêve. La thématique, vous l'avez vu sur le programme, c'est pourquoi l'écologie n'attire plus les électeurs et les électrices. Et déjà, pour commencer, j'ai envie de prendre un petit peu le contre-pied de cette question. Et déjà, selon vous, est-ce que l'affirmation qui sous-tend la question, est-ce que l'écologie n'attire vraiment plus les électeurs et les électrices aujourd'hui? Donc d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très contente d'être là. En fait, il se trouve qu'on se connaît peu, on se fréquente peu, et j'ai quand même l'intuition qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc merci pour l'invitation. J'ai raté le comité d'accueil d'honneur auquel a eu droit mon camarade Philippe Poutou hier. J'en suis pas désolée, mais je suis évidemment complètement solidaire face à toute cette... je sais pas. Je sais même pas comment dire. Enfin bon, bref, voilà. La question, si la question, elle a quand même une certaine pertinence, parce que si on regarde le constat, ne serait-ce que le résultat des élections européennes, il y a un recul en tout cas, alors est-ce que c'est l'écologie? C'est toute une discussion, mais en tout cas du groupe auquel appartiennent les Verts, significative, hein, puisque je pense qu'ils ont dû passer de 71 à 54 députés européens. C'est quand même pas rien. Donc c'est un vrai recul. Dans des élections qui leur sont habituellement plutôt favorables et qui sont plutôt des élections où voilà, les gens votent un peu pour ce qu'ils pensent quand même. Il n'y a pas le même type d'injonction que celle qu'on a pu connaître, nous, dans un certain nombre d'épisodes électoraux. Mais à l'intérieur de oui, c'est vrai, ça recule, il y a quand même des différences tout à fait significatives et tout à fait intéressantes, me semble-t-il. C'est-à-dire que si on prend les Grünen allemands, qui participent à une coalition avec des sociolibéraux, des libéraux, etc., qui d'une certaine manière sont comptables de cette politique-là, eux reculent beaucoup. À partir à peu près équivalent, le SF au Danemark, qui a refusé de rejoindre la coalition gouvernementale, un peu du même métal, eux progressent. Le truc encore plus intéressant, en Belgique, alors je vais peut-être me tromper dans le sens, mais le parti qui s'appelle Ecolo, qui participe dans la partie francophone au gouvernement, a reculé là où ils participent à la coalition, et ils ont augmenté dans la partie néerlandophone. Bon. Oui, ils ne participent pas. Ils ont refusé de participer à cette coalition. Alors après, il faudrait discuter sur les Verts en France. Je pense que les coordonnées sont un peu différentes. Mais quand même, on sent que le rejet, c'est quand même le rejet d'une écologie qui s'acoquine avec le néolibéralisme. Qui va servir d'une certaine manière de caution à des politiques qui sont, alors de notre point de vue, je pense qu'on est d'accord là-dessus, pas des politiques conséquentes d'un point de vue climatique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de préservation de la biodiversité, etc., etc. Bon. Et qui sont fondamentalement des politiques antisociales. Donc voilà. Pour répondre brièvement, je ne sais pas trop comment on fait, j'imagine qu'on essaye de parler pas trop longtemps pour que ça tourne, donc je peux m'arrêter là. C'est parfait. Audrey, Aymeric, peut-être? Alors moi, je vais donner ma réponse en tant que femme et que mère, puis du tout en tant que comédienne, mais voilà, justement en tant qu'électrice peut-être. Ce que ça m'évoque, cette question, c'est... Moi, je me suis inscrite très récemment sur les listes électorales. J'ai pas voté pendant des années. Et ta question, en fait, c'est comme si, quand je pense aux écologistes avant, pour moi, c'est dans ma tête, j'ai Pascal Canfin ou Yannick Jadot, c'est-à-dire des gens qui vraiment ne répondent à aucune de mes interrogations, à aucune de mes questions. Et je dirais que pour moi,
les soulèvements de la Terre, par exemple, ont été un mouvement dans lequel je me suis nettement plus retrouvée très rapidement parce qu'il s'agissait concrètement d'agir. Et quand je pense à l'écologie politique, je pense souvent à cette loi qui doit dater de l'époque de Ségolène Royal. Et il y a eu cette fameuse loi d'interdiction des sacs plastiques en France que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Et je me souviens, pendant 15 jours, il y a eu des sacs en papier. Et je crois, au bout d'un mois, les sacs en plastique sont revenus avec juste marqué « sac réutilisable, ne pas jeter dans la nature ». Et quand je vois aujourd'hui, on est presque 10 ans après cette loi, sur les marchés, les sacs en plastique à usage unique sont de retour complètement chez tous les traiteurs, dans les pharmacies. Et vraiment, pour moi, l'écologie politique, c'est ça. C'est, en fait, en 10 ans, si on regarde sur Wikipédia, les sacs plastiques sont interdits en France. Mais quand on a des yeux, quand on est un humain, quand on est quelqu'un de vivant et qu'on regarde, on se dit, mais non, c'est pas vrai, les sacs plastiques ne sont pas interdits en France. Donc voilà, je pense que cette évidence, pour moi, fait que je n'ai jamais voté pour un parti écolo. Donc, tu as posé la question directe de l'intérêt de l'écologie, c'est ça, pour les électeurs? Non, c'était simplement... La question de base, c'était pourquoi l'écologie n'attire plus les électeurs et les électrices. Ouais, et je demandais est-ce que cette affirmation, déjà, était réelle? Est-ce que les électeurs et les électrices ne sont vraiment plus du tout attirés par l'écologie? Audrey vient de nous dire qu'il y a une réalité dans cette affirmation. J'ai donné juste, moi, la raison pour laquelle l'écologie politique française me désespère. Ne te séduisait pas. Et je te comprends. Non, mais je te comprends. On pourrait ajouter d'autres symptômes aussi, d'autres explications. Je pense que, d'abord, il faudrait savoir ce que les électeurs attendent lorsqu'on leur parle d'écologie. Je crois que hier, j'expliquais que le mot écologie, qui a longtemps été un mot qui était moqué, comme peut l'être aujourd'hui l'antispécisme ou un certain nombre de combats au sein de l'écologie, même si certains pensent que l'antispécisme ne fait pas partie des combats écologiques, mais c'est encore un autre débat. Et pour le simplifier, nous, on dit qu'effectivement, c'est de l'écologie, bien évidemment. L'écologie était extrêmement moquée, caricaturée dans les années 70, 80. On vous disait, les écolos, c'est des gens qui sont sur le plateau du Larzac avec des pulls qui grattent. Mais vraiment. Et René Dumont a été moqué pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'enfin, depuis quelques années, il puisse devenir une référence intellectuelle. Bref. Donc aujourd'hui, l'un des soucis, c'est que tout le monde se dit écolo. C'est ce que j'expliquais hier. Donc ça, c'est quand même une évolution des mentalités qui prouve que néanmoins, même si, et on va y revenir dans quelques instants, l'écologie électoralement ne paye pas forcément pour celles et ceux qui ont choisi d'emporter l'étiquette, l'écologie en tant que mouvement de pensée, c'est-à-dire mouvement de réflexion sur la place de l'homme dans son environnement, même si le mot environnement aussi il est critiqué, mais vous me comprenez. Bref, cette notion-là, elle a quand même gagné du terrain et elle s'est imposée, puisque désormais, de l'extrême droite jusqu'à la gauche la plus forte et la plus radicale, il est entendu que l'écologie, c'est important. Il n'y a plus personne qui va dire l'écologie, ça intéresse que quelques hurluberlus et ainsi de suite. Non. En revanche, ce qui va maintenant différencier les différents partis, c'est qu'est-ce qu'on entend par écologie. Puisqu'il y a des partis qui se déclarent comme tels, donc les Verts, nous, d'autres, il y a qui d'autres? Si, il y a des petits partis comme Génération Écologie, etc. Donc voilà, il y a quelques partis qui disent, voilà, c'est notre ADN, c'est le cœur de notre programme. Puis tous les autres vont dire, mais nous sommes aussi écologistes. Donc le Parti Socialiste va le dire. Je suis sûr que les Républicains, si on leur pose la question, vont dire, mais monsieur, on est des écolos. Enfin voilà, tout le monde va le dire, etc. Donc, je regardais, c'est pour ça que vous me voyez souvent sur mon portable, et j'essaie toujours de trouver. Je regardais un peu là, les derniers sondages qui avaient été faits sur les centres d'intérêt des Français au moment des élections européennes, puis aussi en période classique, normale, il y a un an. Et je vois que les questions d'environnement, d'écologie, etc., apparaissent toujours en 4e position à peu près, après d'autres sujets qui peuvent varier, l'insécurité notamment, et ainsi de suite. Donc 4e, c'est pas l'éducation, c'est pas si mal, l'emploi. C'est pas si mal, 4e, 3e, 4e, 5e, c'est mal. Donc l'écologie intéresse, oui. Je pense que on voit bien qu'il y a des réflexes dans notre quotidien qui se sont installés. Trier des poubelles. Trier ces poubelles.
c'était quelque chose qui nous faisait tous rigoler aussi. Moi, quand j'ai appris le tri des poubelles, j'avais 20 ans et j'étais aux Pays-Bas. Et c'est là que j'ai découvert que là où j'habitais, il y avait plusieurs poubelles. Mais donc, vous me demandez, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est normal, hein. Mais il y a 30 ans, c'était pas normal pour un Français. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des réflexes qui sont liés à l'écologie et à la prise de conscience écologique qui se sont installés dans notre quotidien. Donc, l'écologie a gagné. En revanche, là où il y a, selon moi, un échec, c'est que je pense qu'un parti écologiste devrait aujourd'hui être premier en termes de vote. Et effectivement, l'une des raisons, mais je ne vais pas tout développer pendant 20 minutes tout de suite, l'une des raisons pour lesquelles ça n'est pas le cas, c'est parce que je pense que l'écologie politique n'a pas été désirable pendant longtemps, pour différentes raisons. D'abord parce qu'on s'est rendu compte finalement que c'était des politiciens. Elle a été incarnée à un moment bien précis, notamment de 2000... J'essaie de trouver la bonne date de 2008, 2009 jusqu'à 2015, 2016, 2017, par une équipe qui donnait l'impression finalement d'être une roue de secours du Parti socialiste, sans être extrêmement attachée à ses convictions, en étant capable d'en renier certaines pour entrer au gouvernement, sans radicalité, parce que l'écologie, selon moi, ne peut être que radicale. Mais ça va être encore peut-être l'un des objets du débat. Effectivement, je pense qu'elle a été représentée à une époque, parce que les choses sont en train d'évoluer aussi, par des femmes et des hommes qui ne nous ont pas donné le goût de l'écologie et qui ont laissé croire, laissé penser que finalement, ça n'était qu'un argument commercial pour le parti qui déclarait en être le représentant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si, c'est très clair. Après, j'ai d'autres explications pour expliquer pourquoi l'écologie, mais j'y reviendrai plus tard. Non, mais c'est une bonne question sur l'aspect de la radicalité, parce que finalement, c'est un peu ce que tu semblais ressortir aussi de ton discours. Est-ce que finalement, les électeurs et les électrices et l'ensemble des citoyens et des citoyennes n'attendent pas finalement un discours plus radical, plus ferme, et qui ose et qui n'a pas peur sur chacun des sujets d'aller vraiment au plus profond de ces questions-là? Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous porter au sein du NPA, parce que c'est vrai on se concentre un petit peu sur les partis uniquement écologistes, mais la France Insoumise a également beaucoup avancé sur le sujet. Le NPA, a priori, de ce que j'en sais, vous avez une vision éco-socialiste. Peut-être que tu peux aussi nous en dire plus un peu sur le récit que vous portez et la radicalité que vous abordez sur cette thématique. Si on regarde réellement les gens qui prennent au sérieux l'écologie, effectivement, il n'y a pas d'écologie sans radicalité, parce qu'on est arrivé à une situation telle, mais y compris de limites physiques. Alors, bon, il n'y a pas que la question du climat, on est d'accord là-dessus, mais quand même, la question du climat est une question assez décisive, parce qu'y compris là, on voit bien que les catastrophes, elles sont déjà là, qu'elles sont déjà agissantes, que... Bon, je ne vais pas faire la liste entre les méga-feux, les inondations, les sécheresses, bon, bref. Donc on a tout ça. La catastrophe, elle est déjà là, mais au-delà de ça, on sait que la menace, elle est bien plus grande que ça. Parce que, bon, plutôt de l'ordre du cataclysme, du basculement. C'est-à-dire qu'on a tous ces trucs-là, qu'en langage savant, on appelle les boucles de rétroaction positives, mais moi je dis c'est plus ça chauffe, plus ça chauffe. C'est-à-dire que, en général, les effets même du changement climatique génèrent des phénomènes qui vont accélérer le changement climatique. Je ne vais pas vous raconter ça à vous. Donc, il y a un truc qui est... Malgré tout, on pense ce qu'on veut, on pourra y revenir, de la COP21, de l'accord de Paris, etc. S'il y a une chose qu'on peut reprocher à la barre des 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne de la Terre comme limite à ne pas franchir, c'est sûrement pas sa radicalité, c'est le fait que vraisemblablement, c'est des risques de basculement, ils sont vraiment là. Face à ça, on sait d'où ça vient, les émissions de gaz à effet de serre dues aux énergies fossiles, plus la déforestation, bon, mais quand même là. Donc la sortie des énergies fossiles. Penser, vendre, aller raconter aux gens que, en gros, vous inquiétez pas, tout va très bien, on va remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et tout va continuer comme ailleurs, ou par le nucléaire, hein, parce que c'est quand même la nouvelle énergie écolo, décarbonée, machin, etc. Surtout en France, mais là c'est pareil, c'est pas à vous que je vais dire tout le mal qu'il faut penser de ça. Bon, ça n'est pas possible.
Donc il n'y a pas 36 solutions. Évidemment, il faut développer les énergies renouvelables, mais pas pour remplacer unité par unité les énergies fossiles. La question de la réduction de la consommation globale d'énergie est une question qui est absolument incontournable, absolument incontournable. Et cette question-là, elle en amène deux autres, qui sont la réduction de la production matérielle et des transports. Là, produire, transporter moins, c'est incontournable. Toute écologie qui ne dit pas ça raconte des bobards. C'est juste pas crédible. Ou alors c'est le pire, parce qu'on voit bien aussi derrière l'extractivisme, alors d'une manière qui se voit moins immédiatement, parce qu'une grande partie de l'extractivisme, il est plutôt loin des yeux, loin du cœur, comme dirait l'autre, mais qui fait que des développements dans les mêmes proportions, si tant est que ce soit possible. Bon, par ailleurs, je pense que ça n'est pas possible. Des énergies renouvelables telles qu'elles sont aujourd'hui demandent, parce qu'elles sont renouvelables, d'accord, mais les moyens de les mettre en œuvre, eux, ils ne sont pas renouvelables. Et donc, c'est bel et bien des matières extraites, donc des sols détruits, donc des eaux polluées, donc des déchets rejetés, etc., etc. Donc, la réduction, elle n'est pas contournable. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on produit et pourquoi on le produit. Dans une situation qui est aussi une situation d'inégalité sociale, raciste, sexiste, absolument énorme, et d'un système qui est dans lequel les injustices, les inégalités ne font que s'accroître. Donc on est obligé de poser la question à la fois de la réduction de la production matérielle et de la satisfaction des besoins sociaux élémentaires, des besoins vitaux, des besoins bibliques, dit mon camarade Michael Louis, enfin des besoins essentiels. Bon, voilà. Et donc c'est ça la contradiction. Donc tout le reste c'est du baratin, tout le reste c'est du blabla. Et donc, indépendamment du fait de s'en prendre vraiment aux vrais criminels climatiques, des industries fossiles, de l'agro-industrie, du BTP, etc., et de désarmer les criminels climatiques, réellement. Voilà. Bon. Et d'avoir des politiques qui soient des politiques de justice sociale, de justice climatique, dans lesquelles on pose la question dans l'autre sens, c'est-à-dire de quoi on a vraiment besoin. Et là, je pense que ça ouvre sur d'autres projets de société dans lesquels on a absolument besoin d'un regard qui soit un regard féministe, parce que ce qui est considéré comme important dans une société où ce qui compte, en fait, c'est ce qu'on peut compter au sens où ça peut passer par le marché, bon, mais ça fait disparaître toute une partie de l'activité, qui est souvent une activité gratuite et invisible et assignée aux femmes, méprisées, alors que ce sont les activités qui sont essentielles juste pour soutenir la vie, juste pour prendre soin du vivant, que ce soit l'agriculture vivrière, ou que ce soit toutes les activités qu'on a à voir avec la santé, avec l'attention, avec le fait de prendre soin. Et les vrais besoins, c'est cela, en fait. Et c'est cela qu'il faut remettre au centre. Donc oui, c'est une rupture radicale. Il faudrait rajouter évidemment une rupture qui est une rupture radicalement antiraciste et anti-impérialiste, parce que le coût, évidemment, il n'est pas le même à payer selon que vous appartenez à des couches racialisées ou pas, selon que vous vivez à ce qu'on appelle le Sud, c'est un peu, ou dans les pays anciennement industrialisés, etc., etc. Donc ça pose toutes ces questions-là de manière inévitable. Est-ce que toi, de ton côté, le besoin de radicalité, de rupture, en tant que citoyenne, mais aussi dans ton travail, finalement, dans tes spectacles, c'est quelque chose aussi que tu portes et que tu ressens sur cette question-là? Sur cette question, j'ai vraiment travaillé la radicalité dans le spectacle que vous avez vu hier. J'ai essayé de repartir à la base de quoi on a besoin, l'eau, l'air, la terre, et la transformation des intestins du bébé, par exemple, et le système des engrais pétrochimiques. J'ai essayé vraiment de comparer et de voir à l'état de peuples autochtones de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on produit comme déchets, et comparer avec nous, notre civilisation. Et le décalage m'a semblé tellement immense, et j'ai eu besoin
de revenir à cette radicalité et me dire, je devrais être capable de vivre de cette façon, de pouvoir nourrir mes enfants, de pouvoir leur construire leur maison, leur fournir de l'eau, les habiller. Je devrais être, en tant qu'humaine, capable de subvenir aux besoins. Et aujourd'hui, tous ces artefacts qu'on nous a inventés nous privent de cette autonomie, nous privent de la subsistance et nous rendent des humains un peu en captivité, finalement. Et en plus, puisqu'il y a eu une conférence sur Gunther Anders hier, ça a fait de nous des innocents coupables, puisque quand on utilise un smartphone, on a du sang sur les mains. Et donc, cette radicalité, j'ai essayé de la chercher dans mon quotidien, c'est-à-dire me dire, dans mon quotidien, qu'est-ce qui serait normal, éthique, beau, humain. Et on parlait, j'étais à Bure il y a une semaine, j'étais à Bure et j'ai vu un documentaire magnifique sur Françoise d'Aubonne et je ne la connaissais pas. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment ça se fait que cette femme, son travail, ses œuvres, ne m'aient pas été transmises? Et je me suis dit, voilà, il y a un vrai manque de transmission parce que son savoir, ses combats, j'aurais dû les avoir au berceau. C'est ça qui aurait été normal. Pas passer 40 ans à chercher par moi-même, nanana. Ça, j'aurais dû l'avoir comme un patrimoine transmis, quoi, tout de suite. Et voilà, moi, la radicalité, je la cherche plus dans ces réflexions-là. J'imagine, Aymeric, que ce que tu as entendu te parle sur la radicalité, la rupture. On s'est construit aussi sur ces aspects-là, d'un point de vue écologique, mais même plus largement. Donc, je vais te laisser t'exprimer là-dessus. Je sais que tu as plein de choses à dire. La radicalité. Oui, la radicalité, c'est aller au bout d'une idée. Donc finalement, c'est aller au bout d'une logique. Et ce qui nous tue, c'est évidemment le manque de radicalité, parce que dès lors qu'on est en contradiction avec soi-même ou avec un principe qu'on a énoncé publiquement, ou même de manière plus intime, eh bien, il y a un malaise qui se crée, et une incohérence qui devient vite une injustice qu'on va créer en tout cas, puisqu'on va tolérer des choses qu'on dit par ailleurs dénoncer, où on va soi-même se construire autour de certitudes avec lesquelles on va entrer en contradiction si on se donne la peine d'aller au bout de l'analyse de nos comportements. C'est la raison pour laquelle la radicalité, elle est indispensable. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous, les véganes, je dis nous, allez, je pars du principe qu'il y en a une majorité dans cette salle. Peut-être que je me trompe. Mais bon, allez, je me dis que vous devez quand même pas beaucoup manger de viande dans cette salle. Nous sommes traités de radicaux. Mais que dit un vegan? Un vegan éthique, hein, je passe le cas de la personne qui décide de ne pas manger de viande pour des raisons sanitaires, etc. Vegan éthique dit, mais c'est quand même curieux, j'aime mon chien, j'aime mon chat, je ne comprendrais pas que dans ce pays on m'impose d'en manger, etc., etc. Mais on me demande de manger un cochon, un poulet, etc. Et puis quand on observe la réalité biologique de ces animaux, leur complexité intellectuelle, leur univers mental, etc. On se dit, mais finalement, c'est pas logique, parce que finalement, il n'y a pas de raison que je maltraite un cochon, alors que je traite très bien un chien. Et donc, si c'est cette raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas manger de viande, parce que nous sommes antispécistes, en l'occurrence, c'est ça dont on est en train de parler ici, lorsqu'on parle le fait de manger un chien ou de manger un cochon, si nous sommes antispécistes, pour l'extérieur, nous serons des radicaux, alors qu'en réalité, nous sommes simplement logiques. C'est-à-dire que c'est ceux qui refusent de regarder cette réalité scientifique qui a été confirmée par la science depuis vraiment avec certitude, notre proximité génétique, etc., les neurosciences, depuis 20 ou 30 ans. Donc autant jusqu'à il y a 50 ans, un siècle, ok, on pouvait vraiment croire d'un point de vue raisonnable que non, un cochon, c'était vraiment pas du tout un animal évolué, qui ne ressentait pas les instincts. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Donc dès lors qu'on assume d'être informé, eh bien, on doit en tirer les conséquences de nos comportements. Et ne pas trouver des excuses pour. Parce qu'en réalité, ceux qui continuent à manger de la viande trouvent des excuses pour le faire. Donc finalement, dans le domaine de l'écologie, mais dans bien d'autres aussi, la radicalité, ça n'est jamais qu'une forme de logique et d'honnêteté intellectuelle.
Bien sûr que le manque de radicalité tue l'écologie. Prenons le cas du nucléaire. On voit bien qu'il y a en ce moment des tentatives pour nous laisser penser qu'il y aurait un nucléaire raisonnable. Ouais, parce que c'est toujours la même chose. Le radical, celui qui d'un moment, non, je dis non à cela. Mais non, ouais, ok, non, mais tu dis pas non complètement, dis un peu, c'est comme la chasse. Ouais, ok, la chasse, mais bon, un peu de chasse quand même. Un peu de chasse. Il est raisonnable, un peu de chasse. C'est pas... on les laisse tuer un petit peu, bon, pas trop quand même, on essaie de réguler, qu'ils aillent quand même pas tuer les promeneurs, ça c'est quand même gênant. Mais bon, voilà. Mais non, parce que quand tu réfléchis, la chasse n'a absolument aucune utilité, si ce n'est effectivement faire plaisir à des gens qui en tirent une émotion particulière, ce qui est particulièrement inquiétant pour leur état psychologique en réalité, que de se satisfaire. Mais vraiment, je le pense sérieusement. Je pense que considérer que quelqu'un qui aime aller assister à une corrida, considérer que cette personne n'a aucun problème psychologique, c'est étonnant. Se satisfaire de la souffrance d'un animal, de la mort d'un animal, dans le cas de... On a des images, bon, on va pas refaire le truc sur la chasse, mais quand on voit des images de chasseurs qui s'amusent parce qu'ils voient un oiseau qui est criblé de plomb et puis qui donc peut plus s'envoler, qui est pas mort et qui agonise, il y a un problème. Bref. Donc dire à un moment, nous on n'est pas pour la chasse, c'est notre cas à la rêve, on n'est pas pour la chasse le week-end, enfin c'est atténué, non, on dit attendez, on arrête avec cette saloperie, point barre quoi. Ah les radicaux, ben non on n'est pas radicaux, on est écologistes. On a un respect du vivant qui ne se monnaie pas. On ne dit pas on respecte le lundi, mais on ne respecte pas le dimanche, ou l'inverse. Mais le nucléaire, j'en parlais. Donc le nucléaire, maintenant, oui, il y aura le nucléaire acceptable. Tchernobyl, c'est oublié. Mais les premiers écologistes politiques se sont notamment constitués autour de la lutte contre le nucléaire. Greenpeace, au départ, on l'oublie. Mais début des années 70, 71... Première expédition de Greenpeace, c'est pour dire non aux essais nucléaires. Donc on est contre le nucléaire, sauf qu'on voit bien qu'il y a tout un mouvement politique très macroniste, mais qui s'étend comme ça, qui est de dire... C'est cette espèce de ventre mou, en fait, qui est en fait d'une énorme violence, parce qu'en fait c'est un mouvement politique qui nous impose de composer avec notre éthique, de composer avec notre morale, pour les intérêts particuliers de quelques-uns et de quelques privilégiés. Mais donc on nous imposerait aujourd'hui de devoir accepter le nucléaire parce que finalement, quand on réfléchit bien, soyons raisonnables. Oui, parce que à la radicalité, souvent, il nous oppose la raison. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable, car comme je viens de l'expliquer, la raison est du côté des radicaux. Donc oui, un écologiste qui réellement prétend l'être avec efficacité, doit assumer de déplaire, en tout cas à un système de pensée majoritaire qui s'appuie sur des habitudes notamment de consommation, mais qui à un moment dire mais vous savez qu'on fait tous fausse route, soit parce qu'on entretient une catastrophe écologique, soit parce qu'on entretient une barbarie à l'égard d'êtres vivants, ou ainsi de suite. Mais comme nous remettons en cause des habitudes comportementales et économiques qui sont en cours parfois depuis des siècles, évidemment, nous sommes très dangereux. Mais il n'y a que cette écologie-là qui a de l'intérêt. Tout le reste, c'est une écologie d'accompagnement qui, en effet, ne pousse pas à voter. Moi, j'ai eu ma carte chez les Verts à l'âge de 16 ans, je crois. J'étais militant des Verts pendant 2-3 ans. Et puis ensuite, j'ai laissé tomber. Et ensuite, je n'ai pas voté pendant 20 ans. Enfin, sauf quand on me demandait d'aller voter contre l'extrême droite. J'y allais docilement. Chirac. Chirac. Voilà, des trucs comme ça. Mais après, non mais c'est vrai. Bon, mais sinon, non. Mais finalement, comme Audrey, j'ai pas voté écolo pendant longtemps, alors que j'étais un écologiste. Et c'est pour ça que j'ai créé ce parti. En fait, j'ai créé ce parti parce qu'un jour, je crois qu'à chaque réunion, chaque intervention que je fais, je vous raconte une raison pour laquelle j'ai créé la rêve. C'est drôle, il faudrait les noter, comme ça je saurais pourquoi j'ai créé ce mouvement. Mais un jour, j'étais chez moi, je dis mais c'est quand même dingue, je vote pas, enfin, sauf quand je suis contraint et forcé. Pourquoi je vote pas écolo? Ah ben non, parce que le parti écolo me convient pas du tout. Mais ok, elles sont où mes idées? Ah ben, elles sont nulle part. Bon, ben crée ton parti pour que tes idées s'expriment. Donc voilà, c'était une écologie qui, moi non plus, ne me faisait pas envie. Et justement, là, les 3 récits que vous racontez, je pense qu'ils me plaisent évidemment, ils plaisent aussi à beaucoup de monde dans cette salle. Maintenant, la difficulté qu'on a, et on l'a toujours, c'est comment diffuser ce discours-là, parce qu'en effet, tu l'as dit aussi, Christine, c'est des discours qui sont
difficilement entendable. Il y a aussi des difficultés sur le chemin qu'on a devant nous. Néanmoins, moi en tout cas, je le perçois comme extrêmement positif sur de très nombreux aspects. Maintenant, comment on arrive à le diffuser, sachant qu'on a une sphère médiatique qui, évidemment, ne nous laisse aucune place. Et cette même sphère médiatique, le peu de place qu'elle nous laisse, c'est une place négative, avec, on le sait, l'agri-terrorisme dont on est coupable, comment ça s'appelle, l'écologie punitive également. Donc voilà, comment on arrive à performer notre discours dans ce cadre-là qui, clairement, n'est pas du tout à nos avantages. Et je pense que tu veux commencer. J'ai une super idée. Alors, j'ai réfléchi. En fait, on organise une sorte de G7 sur une île. On met tous les milliardaires, tous les chefs d'État, on les emmène là-bas. Et ensuite, on dit aux pilotes un truc, un lounge écolo avec permaculture, machin et tout, bien, on les met bien. Et ensuite, on dit à tous les pilotes de jet, vous revenez. Fin de l'histoire. J'ai réfléchi longtemps. Hein. Oh là là, on aura une petite caméra de surveillance, et un peu comme à la Star Academy, genre la caméra qui filme le château, quoi. Et puis on pourra les regarder pendant genre 10-15 ans, quoi. Le temps qu'ils construisent un bateau, qu'ils fassent un truc. Mais parce que là, j'écris Comment épouser un milliardaire 2, et donc j'étudie leur bunker. Et franchement, ils sont prêts. Ils sont bien prêts. Notamment Mark Zuckerberg, ça m'a fait rigoler. Donc, il a acheté une île à Hawaï. Et donc, il fait un manoir. Il y a 10 cabanes reliées entre elles sur des plateformes pour se déplacer que sur la canopée. Et en dessous, un bunker de 450 mètres carrés. Voilà. Et donc, tout autonome, machin et tout. Et ce qui est marrant, c'est que là, chez les milliardaires, ils se disent... Donc, ça va être protégé par des Navy Seals. Et ils se disent, mais comment on va faire pour que les Navy Seals ne nous attaquent pas? Et donc, ils réfléchissent, ils se disent, en fait, on va apprendre un code, et puis il n'y a que nous qui aurons le code pour aller chercher la nourriture, et puis les autres sont là. En fait, c'est des Navy Seals. Donc, en fait, ils peuvent faire avouer n'importe quoi à n'importe qui, donc non. Et donc, après, ils se disent, on va faire des colliers explosifs, si jamais... ils sont pas bien dans leur tête. Donc, voilà. Donc, le G7 et les pilotes de jet. Pardon. Répondez sérieusement. Non, c'était très sérieux. Ils sont prêts. Est-ce que nous, on est prêts de notre côté aussi? Non, juste un truc où j'avais envie de réagir. Parce qu'il y a vraiment deux mots associés que je ne supporte pas. Je veux dire, c'est le truc sur l'écologie punitive. Ça, c'est comme en woke, c'est pareil. Mais ça me rend dingue. Voilà. Parce que ceux qui utilisent ça, franchement, mais en plus, moi aussi, j'en arrive à la conclusion qu'ils sont dingues, mais bon, ça doit être la bonne, même si on y arrive par différents chemins. Mais c'est des gens qui pensent quand même que la punition, c'est bien, que la répression, c'est bien, que l'État policier, c'est bien. Que aller faire lever des gens avec le SDAT, là, le truc antiterroriste, la sous-direction antiterroriste à 6h du matin devant leurs gamins avec des cagoules, des armes, etc., pointés sur leurs parents. Voilà. Donc eux, la punition, ils aiment ça, ils adorent ça. Alors, bon... Voilà, alors ils associent ça à l'écologie. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des mesures libérales, j'allais dire de merde, oui, enfin je veux dire antisociales, injustes, etc., qui tapent que sur les pauvres, bon, et qui leur font la litière, quoi, d'une certaine manière, qui les alimentent. Mais bon, voilà, cette association-là, moi, elle me rend malade. Bon. Et l'autre truc sur faire envie. Bon. Alors, je peux juste rajouter un truc. Je rappelle quand même que la presse est possédée. Alors, la presse écrite, 90% de la presse écrite appartient aux milliardaires, 55% de la télévision et 40% de la radio. Voilà. Donc, on intervient dans un contexte où c'est eux qui ont ça. Donc, il va falloir des députés qui votent des lois pour arrêter. Voilà. Okay. Voilà, c'était juste pour qu'on se souvienne qu'on est dans un contexte quand même où on n'a pas la parole.
Non, mais, du coup, je voulais finir quand même sur les trucs qui font envie. Bon, donc moi, je ne méprise absolument pas le terrain électoral. Je pense que le nouveau Front populaire, c'était très bien, qu'il faut le construire par en bas, que on contrôlera jamais suffisamment les partis, etc. Bon, voilà, tout ça est très, 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 très important. Mais le seul truc dans lequel j'ai vraiment, vraiment confiance, c'est sur notre force collective et les expériences qu'on peut faire ensemble quand on fait un pas de côté et qu'on sort de... Alors, ce que dans notre jargon, parce que parmi mes différents défauts, je suis marxiste, je pense que l'aliénation, ça existe et que c'est agissant réellement, c'est-à-dire que voilà, que l'idéologie dominante, elle domine réellement et qu'elle nous imprègne et que parmi les choses qu'elle nous fait croire, c'est que cet ordre injuste est juste et que surtout on n'est pas capable de faire autrement et de faire autre chose. Et que le moment où on apprend ça, c'est quand on agit collectivement et que ce qui est le plus important, c'est toutes les expériences qu'on peut faire et qui permettent de faire ça, d'expérimenter ça, de le vivre, de le sentir, de le partager, plus que plein de discours, plein de théories, etc., etc. Et je trouve qu'on a quand même une multiplication de luttes qui permettent effectivement de faire ces expériences-là, de les faire de manière collective, et qu'en particulier, toutes ces luttes contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles, imposés, l'écocide, etc., qui sont des luttes qui partent d'un truc juste essentiel, c'est-à-dire juste, je veux pas que cette forêt soit détruite, je veux pas que cette eau, elle soit appropriée, et dans l'agir ensemble, il y a des choses qui se créent et qui nous font entrevoir qu'il y a une autre façon de vivre qui est possible, qu'il y a d'autres façons de partager, que, y compris ce qu'on appelle le travail, ça peut avoir un autre sens, une autre finalité. Que la façon de décider collectivement, c'est pas d'aller mettre un bulletin dans l'urne à reculons, pas à reculons, en se passant avec des gants de ménage. Voilà. Et tout ça, c'est malgré tout dans les luttes, dans les expériences collectives que ça s'expérimente. Et ça, je pense que ça a une force qui est une force assez extraordinaire. J'ai 30 secondes pour raconter une petite histoire sur une expérience qu'on a partagée. Moi, je milite à Rouen, on milite contre un projet de soi-disant contournement est, enfin d'autoroute à l'est de Rouen. Et puis, on a fait un festival qui s'appelait Des bâtons dans les routes. Et pour tenir ce festival, on a cherché un terrain sur le trajet futur, enfin non, pas futur, parce que on va gagner, l'autoroute ne se fera pas, mais le trajet menacé. Et sur ce trajet menacé, on a trouvé un propriétaire de haras. Alors, vous ne connaissez pas l'heure, peut-être. L'heure, il y a 5 députés sur 6 qui sont au Rassemblement national. C'est un peu compliqué, là. Voilà. Et donc, le type, il est contre l'autoroute. Voilà. Et il a prêté son terrain pour qu'on tienne le festival. Et puis il n'est pas parti pendant les 3 jours de festival, et puis il est venu assister aux conférences. Et puis il a vu comment ça se passait, les cantines autogérées, le camping autogéré, la préparation des balades avec les naturalistes des terres, merci, la ZAD pour enfants. Et puis, le dernier jour, il y avait une AG de lutte qui était là, et puis il me dit est-ce que je peux prendre la parole? Bon, le mec, on lui avait quand même utilisé son terrain pendant une semaine avant, tout ça. Bon, dit bah ouais. Et là, le mec vient, il prend la parole, et puis il fait en fait, je vous dis merci. Je vous dis merci parce que, en fait, j'étais juste un gros con avant. Hein. Moi, je pensais qu'il fallait toujours plus d'autoroutes, parce qu'il fallait aller toujours plus vite, et puis qu'il fallait toujours plus de voitures. Puis en fait, je vous ai écouté, puis j'ai vu comment vous faisiez. Je me suis drôlement trompé, hein, quand même.
Bon, voilà. J'aime bien cette histoire parce que à la fin, on était plein de gens quand même très très différents qui ont fait ce festival avec des histoires politiques extrêmement différentes. Bon, alors c'était à la fin du festival, on était un peu fatigués, mais et c'était trop drôle de nous voir ensemble avec plein de trucs différents entre nous, mais quasiment en train de chialer devant un propriétaire de haras, quoi. C'était juste c'était juste bizarre. J'imagine que tu t'y retrouves aussi dans l'importance justement des luttes, dans l'expérience collective. Attends, je peux dire un truc 2 secondes parce que ça m'a donné une idée. Je me dis, en fait, si les partis politiques pouvaient, entre 2 élections, nous donner des missions pour qu'on puisse faire des choses, parce que moi, c'est vraiment ce truc où je me dis, les partis politiques, en fait, ils nous sollicitent tous les 5 ans, et puis on n'a plus accès, machin et tout, sauf si on devient militant et tout. Mais genre, allez, tiens, cette année, on va dépolluer une rivière, on va faire péter une centrale, enfin je sais pas, des trucs concrets à faire régulièrement. Je pense qu'on se sentirait plus proche des partis politiques, parce que c'est chiant tout le côté les lois, machin, ça prend des plombes, ça sert à rien. Exemple de la loi sur les sacs en plastique. Donc en fait, faites-nous faire des trucs cool régulièrement. Les partis politiques vont faire des trucs cool, ils vont faire des petites promenades dans la rue, promenades de santé, contre la réforme des retraites, contre des choses comme ça, donc c'est déjà pas mal. Il y a des séances de sport comme ça, qui sont organisées. Concret. Parce que la marche est très bonne pour la santé. Ceci dit, au-delà de l'aspect humoristique, nous à la Rêve, on s'est posé la question. Parce que nous, comme en fait, il n'y avait aucun professionnel de la politique lorsqu'on a créé ce mouvement, et donc, on est entièrement libre d'imaginer les choses comme on voulait. On voulait initialement que ce soit l'incarnation, le moyen d'expression politique d'un certain nombre de militantismes qui s'exprimaient déjà dans le monde du vivant. Et donc, on se disait s'il n'y avait pas moyen de... Parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que demander aux partis politiques d'agir un peu comme des associations qui, elles, organisent pour leurs membres des tâches très précises. Un certain nombre d'entre elles. Donc nous, on s'est interrogé effectivement sur le fait de tiens, est-ce qu'on n'organiserait pas des événements mobilisateurs en tant que parti politique, c'est pas une action autour de l'élevage, quelque chose de très concret, une action sur la Palestine par exemple. On a essayé aussi d'imaginer, bon, on a encore une organisation, en fait nos idées parfois vont au-delà de nos moyens, donc on est très restreint encore, il faut être tout à fait honnête pour l'avouer, mais je suis assez d'accord sur l'idée d'aller impliquer des citoyennes et des citoyens dans des actions concrètes qui ne sont pas forcément un travail, ça peut être une création peut-être même artistique, ou en tout cas entre l'art, du protest art, enfin bref, il y a des choses comme ça. Si, moi j'y crois. Ouais, protest art, non, des trucs concrets quoi, genre mais ça, t'es pas dans des partis politiques. On démantèle un truc, ou attends, je réfléchis en même temps. Non mais il y a un problème. Non, mais désarme un truc. Je sais, tu connais les limites des partis politiques, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'organiser des actions qui seraient hors du cadre de la loi. Sinon, ils sont plus vraiment partis politiques en train de... Mais Macron le fait tout le temps. Macron, c'est plus subtil. Macron regarde dans la loi là où il y a des trous qui lui permettent comme ça de s'immiscer en disant non, ça va. Mais bon, c'est un débat, je veux bien qu'on l'ait, hein, mais l'histoire des 49.3, voilà, c'est légal. Apparemment, on ne peut pas le destituer. Enfin, donc, il va dans toutes les marges possibles. On s'est un tout petit peu éloigné, je crois, de la question initiale que tu me posais. Mais j'essaie de revenir sur la question centrale, me semble-t-il, de la table ronde. C'est finalement pourquoi est-ce qu'il y a peut-être une déconnexion entre les électeurs, le bulletin de vote pour l'écologie. Tu parlais d'actions concrètes, toi aussi, d'une certaine manière, Audrey. Effectivement, il y a une difficulté inhérente à ce qu'est l'écologie, qui l'empêche de progresser facilement dans l'électorat, même si parfois on a vu des scores en Allemagne, en France, tout à coup il y a des 15, des 18% qui très ponctuellement peuvent émerger des urnes, mais c'est vrai que c'est pas solide. C'est qu'en fait, la plupart des partis politiques portent des propositions dont chaque citoyenne et chaque citoyen peut voir la conséquence concrète sur son quotidien. Quand il va mettre son bulletin dans l'urne, pour un parti qui dit moi je vais diminuer le temps de travail de 5 heures par semaine, ou si vous votez pour nous, on aura une semaine de congé supplémentaire dans l'année, enfin voilà, le Front populaire, Mitterrand 81, etc. On va rééquilibrer entre
entre les salaires et le gain du patronat, etc. Bref, tout ça, c'est très concret. On va taxer les super riches. Ok, je vois, ok, j'aurai du pouvoir d'achat en plus, j'aurai des vacances en plus, je travaillerai moins, j'aurai, selon le sujet abordé. Voilà. On voit tout à coup ce qu'on va avoir très concrètement comme résultat. Et si vous êtes à droite, vous savez aussi ce que vous avez. Bref. L'écologie, c'est différent parce que ce qu'on promet, nous, n'a pas forcément une visibilité là concrète. Parce qu'on travaille sur le long terme. Essentiellement, pas que. Il y a des décisions, effectivement, les sacs en plastique, tout ce que tu veux, il y a des trucs dans le quotidien, effectivement, qui pourront avoir une expression là immédiate. Mais si on est vraiment un écologiste radical et qu'on veut tout modifier, d'une part, on explique qu'on veut le modifier pour des raisons dont souvent les citoyennes et les citoyens ne semblent pas percevoir les effets néfastes sur leur vie quotidienne. Quand on tombe malade à cause d'un air pollué, à cause d'une eau viciée, et ainsi de suite, on ne le ressent pas forcément tout de suite, ou on se dit non, oui, je sais que ça existe, mais moi, ça ne me tombera pas dessus. Enfin, il y a un déni aussi de la réalité, parce que la menace écologiste, elle est souvent, elle n'est pas, à part si vous êtes à côté d'une usine qui pue, ou qui fait que votre eau de robinet, tout à coup, elle est noire, ou là, vous le voyez. Enfin voilà, honnêtement, ou quand on dit faites gaffe, la planète est en train de se réchauffer, oui, on commence à voir les conséquences concrètes, mais on ne veut jamais trop y croire. Tant que la catastrophe, elle ne sera pas là, tant qu'on n'aura pas des incendies ici, tous les étés, que les falaises ne s'effondrent pas sous nos yeux, et ainsi de suite. Bon, oui, mais bon, quoi. Et c'est comme exactement la question qu'on peut se poser sur notre rapport aux animaux. Oui, mais bon, si j'en mange pas, qu'est-ce que ça va changer pour moi Et donc, d'une part, on est en train de parler de sujets dont les citoyens souvent ne pensent pas voir les conséquences concrètes dès maintenant. Souvent c'est faux d'ailleurs, hein, parce que les conséquences sont déjà là, mais elles n'ont pas encore produit leurs effets les plus négatifs. Et d'autre part, le travail qu'on essaie de faire, il est aussi dirigé vers des gens qui ne sont pas encore nés. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, on est la voix de ceux qui vont naître demain. Et qui, eux, vont se récolter le monde de merde tel que nous sommes en train de le fabriquer. Donc là aussi, finalement, c'est compliqué. C'est exactement comme le combat pour les animaux, j'y reviens. Finalement, si on met un bulletin pour quelqu'un qui vous dit « s'il vous plaît, nous, on va améliorer les droits des animaux, etc. », l'électeur ne va pas le mettre pour lui-même réellement, hein. Il va le mettre pour quelqu'un d'autre que lui. Et c'est compliqué dans une société qui vous impose d'être auto-centré sur vous-même et qui vous place souvent dans des conditions matérielles d'existence extrêmement difficiles, puisque beaucoup de Françaises et de Français ne savent pas comment ils peuvent finir leur mois, ne savent pas comment payer les études de leurs enfants, sont mis dans des situations insupportables avec l'obligation d'avoir une voiture qui leur revient extrêmement cher, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le fait qu'il y ait tellement de contingences matérielles dans la vie des Françaises et des Français, dans ce moment de crise en particulier, avec une inégalité de la redistribution des richesses qui est vraiment phénoménale, eh bien, ça empêche aussi d'avoir une réflexion sur l'écologie, qui est en principe une philosophie politique qui s'interroge vraiment sur le vivre ensemble au sens extrêmement large, puisque nous, effectivement, à la REV, on établit ce vivre ensemble jusqu'aux animaux non humains. Et puis, une dernière chose aussi qui, selon moi, est un vrai handicap pour l'écologie politique, telle qu'elle s'exprime, mais là, on peut avoir un moyen d'action dès maintenant, et nous, à la REV, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que quand vous entendez les discours des écolos, la plupart d'entre eux, en tout cas, à la télé ou à la radio, qu'est-ce que vous entendez? Plus de voitures, plus de sapins de Noël, plus d'autoroutes, plus de viande, bon, ça c'est nous. Bref, plus de ceci, plus de cadeaux inutiles à Noël, moins. C'est-à-dire qu'en gros, la seule chose, ou l'une des seules choses en réalité que l'écologie politique arrive à exprimer auprès des électeurs souvent, c'est des idées d'interdiction. Et donc les adversaires vont parler d'écologie punitive, mais c'est pas un hasard si j'utilise ce mot. C'est parce qu'en réalité, dans nos discours, et nous-mêmes, on se déclare antispéciste, on est contre quelque chose. Et ça, il ne faut pas négliger quand même l'aspect psychologique que ça a sur les gens. À un moment, ils disent, quelqu'un qui bosse toute sa journée super dur pour essayer de faire vivre sa famille dignement, qui bosse ses 40 heures, qui rentre tard,
Et on lui dit, ah, au fait, ta voiture, tu vas arrêter de l'utiliser. Puis tu vas moins partir en vacances. De toute façon, Florent, il ne peut pas. Mais en tout cas, puis ça. Puis on va lui dire sur chaque aspect de ta vie, non, non, ça, tu ne peux pas le faire. Ça. On va dire, c'est bon, arrêtez de m'emmerder, quoi. C'est bon. Donc là, il y a quelque chose dans l'explication qui ne marche pas. Nous, on essaie de prendre les choses autrement. Bien sûr, on dit, mangez plus de viande. Donc, ah oui, mais on veut m'enlever mon plaisir. Non, mais on veut t'enlever ton plaisir, tu vas en tirer autre chose. C'est-à-dire que tout à coup, découvre une relation apaisée avec le monde animal. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Le travail, par exemple. Non, si on nous dit, nous on dit à la rêve, on ne dit pas travailler 32 heures, nous on dit travailler 20 heures. Et un jour ce sera 15. Mais du coup, on ouvre une perspective positive pour le quotidien de chaque être humain sur cette planète. C'est-à-dire, vous savez, on peut inventer des existences qui ne sont pas concentrées uniquement sur la question de ramener un revenu lié à un emploi. On peut inventer des existences qui tournent autour du lien social, du lien familial, du loisir, de la culture, du sport, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est un travail essentiel qu'on a à faire en écologie politique, c'est d'offrir une perspective qui fait envie et d'expliquer ce que peut être un vrai monde meilleur. Parce qu'en réalité, les politiques nous parlent tout le temps de monde meilleur. Non, non, ils nous parlent toujours du même monde, en fait. C'est toujours le même, avec des changements à la marge. On redistribue les richesses un petit peu autrement, on améliore un petit peu les hôpitaux, on améliore un petit peu l'école, mais nous on dit non, non, on va tout refaire carrément autrement. Et c'est ça qui doit nous faire envie. C'est pour ça que je reviens à la notion d'utopie. La société n'a progressé que sur des utopies et des utopistes. Des gens qui à un moment sont arrivés avec une idée audacieuse. Quand tu as le premier type qui dit pourquoi il a enchaîné lui, bah, c'est normal, c'est un étranger, il a enchaîné, enfin, c'est normal, c'est un esclave. Il dit, bah non, moi ça ne me va pas, non, c'est un être humain comme moi. Il dit, bah, arrête de te foutre de nous. Et ben, pour chaque idée audacieuse, pourquoi les femmes ne votent pas? Ah ben c'est normal. Enfin, non, voilà. À chaque fois, il a fallu que des gens arrivent en proposant des perspectives nouvelles qui étaient enthousiasmantes, mais en prenant le risque aussi de se marginaliser totalement. Donc il y a cette grosse difficulté de concomitance à la fois nourrir un rêve dont on est capable d'expliquer qu'en fait il est réaliste, tout en n'ayant pas peur de se mettre en marge pour finalement revenir au centre du jeu à un moment. Voilà pourquoi l'écologie ne marche pas à cause de discours comme le mien. Mais non, ça marche. Il nous reste quelques minutes, sinon on passe aux questions. Peut-être un petit mot de la fin aussi pour Audrey et Christine. Juste un tout petit... Non, j'essaie de faire vraiment juste un tout petit truc. Nous, quand on essaye de formuler sur ce que serait une décroissance juste, etc., on essaye de dire produire, transporter moins, travailler moins, ça normalement ça fait envie, partager plus, ça aussi ça fait envie, et décider plus. Oui, décider ensemble. Je pose la question de la démocratie. Voilà, je pense qu'il faut insister sur ces trucs-là. Après, je pense que je suis un peu moins pessimiste que toi, parce que je pense que dans les aspirations profondes, ce qui tourne autour de la question du travail et le fait que le travail n'a plus aucun sens, c'est-à-dire soit tu fais un boulot dont tu sens bien qu'il est complètement inutile, voire nuisible, bon, voilà. Soit tu fais un boulot que tu as choisi, tu penses qu'il est super utile, etc., mais tu le fais dans des conditions telles que c'est l'inverse. Je veux dire, bon, le nombre de soignantes qui disent, mais en fait, on fait souffrir les patients, on les fait souffrir, on ne fait pas bien notre métier. Le nombre enseignantes qui n'en peuvent plus parce que ça ressemble à rien ce qu'ils font. Enfin, voilà, à peu près tous celles et ceux qui sont dans le travail social d'une manière ou d'une autre, qui prennent soin des humains. Bon, voilà, je parle même. Alors, pour avoir une discussion sur la question de l'agriculture, bon, parce que il y a voilà, il y a ceux qui essayent de se présenter comme des représentants des agriculteurs et qui sont en fait juste, enfin bon, bref, c'est pas intéressant. Mais il y a aussi des gens qui font ce métier-là parce qu'ils l'aiment, et le travail empêché. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et cette question-là mais à quoi ça rime tout ça?
quel sens ça a, le monde dans lequel on vit. C'est quelque chose d'extrêmement profond, de très légèrement partagé et qui n'est pas réservé juste à une couche d'âgés d'agrotech qui... voilà, moi, ça m'a fait chialer à leur discours, j'ai trouvé ça extraordinaire, etc. Mais ce n'est pas que... des couches supérieures, hyper cultivées, etc. Ce truc d'un monde qui n'a pas de sens et d'un monde qui n'aura pas de sens pour les enfants, pour les petits-enfants, etc. C'est un truc qui est vachement fort et je pense que c'est aussi à ça qu'il faut qu'on essaye de parler, quoi. Moi, pour conclure, je dirais qu'on n'a eu aucune victoire de l'écologie politique. Dans les lois, par exemple, je n'arrive pas à penser à un équivalent de la loi Veil ou de la loi Badinter. Et je pense que voilà, une victoire, une vraie victoire, quelque chose de définitif, de grand, ce serait quelque chose qui moi, me ramènerait vers la loi, les députés et tout ça. Je pense à... Il y a à peu près un an, c'est Paul Watson qui m'a fait penser à ça dernièrement. Il y a un an, j'ai fait un rêve qui était un des plus beaux rêves que j'ai fait de ma vie. Je me réveillais le matin, j'étais sur une île, je regardais la mer et je voyais une baleine avec son bébé baleine qui nageait et je savais qu'ils étaient protégés. C'était quelque chose de définitif. Et je savais qu'il ne pouvait plus rien leur arriver. Et je me souviens d'un sentiment de paix, de bonheur et de joie profonde. Et quand je me suis réveillée, j'étais super heureuse. Et je me dis, voilà, c'est ça que je veux voir. Je veux voir une victoire comme ça. Une seule victoire. Donc, je crois qu'on a des députés dans la salle. Ramenez-nous une victoire, les gars. Alors, je vais être pour le coup un tout petit peu moins négatif. Il me semble qu'il y a eu des victoires dans ce sens. Les grands singes, par exemple, sont protégés aujourd'hui. Donc, non. Non, les grands singes ne sont pas protégés. Ils sont la déforestation, etc. C'est pas une victoire. C'est autre chose. Une vraie victoire, s'il te plaît. Une vraie victoire. Un truc genre indubitable. Les grands singes, ils meurent. Non, même sur les baleines, il y a eu un moratoire aujourd'hui qui est bafoué. Ensuite, on continue à se battre. Mais il y a quand même des victoires politiques qui interviennent. Non, une vraie, un truc définitif, s'il te plaît. Genre où on dort bien la nuit. Mais on ne dormira jamais bien la nuit. Bien sûr, on dormira bien la nuit. C'est ça le drame de l'existence. Non, on dormira bien. C'est qu'il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas dormir bien la nuit. Je pense qu'au lendemain de l'abolition de l'esclavage, ils ont bien dormi pendant 2-3 jours. Bon, puis ils l'ont rétabli après, donc... Je te demande 2-3 jours, s'il te plaît. Non, pas à la baisse. Ben oui, bien sûr, on est radical, on est dans l'utopie. Non, pas à la baisse. Une vraie victoire définitive. Mais il faut vraiment que tu adhères à la rêve, parce que finalement, nous, ce qu'on pose sur la table, c'est ça. Nous, l'horizon qu'on a posé, il est extrêmement ambitieux. Nous, les lois pour lesquelles on a envie de se battre, c'est ça. C'est plus un animal n'est tué une nuit. Je te dois tuer là, mais on a d'autres choses. Mais sur la question animale qui est extrêmement importante, parce qu'en fait, nos rapports aux animaux non humains disent beaucoup de qui nous sommes. Et donc, avoir l'ambition que plus aucun animal sentient sur cette planète ne soit tué un jour, ça, c'est un vrai projet politique extrêmement fort. Ok. La loi. Ah oui, alors la loi. L'Assemblée. Alors la loi à l'Assemblée. Et je veux bien t'en parler. Avec un discours de Badinter à la Badinter, tu vois, un truc ou à la Malcolm X, ou je sais pas, tu vois, Enfin. Alors. Ouais. Alors, un truc vraiment que ça sera. Je voudrais quand même. Tu sais quoi, je vais rebondir très sérieusement sur ce que tu dis parce que je comprends ce que tu veux dire. Des gens se sont demandé. C'est très bien, tu me donnes l'occasion de parler de ça parce que j'ai pas eu de questions sur ce sujet pendant ces universités d'été. Des gens se sont demandé pourquoi, il y a 2 ans, j'ai fait des pieds et des mains pour que la France fasse passer une loi qui abolisse la corrida dans ce pays. Je l'ai vu aussi loin que toi, tu le vois. Les gens m'ont dit, mais... Enfin, des gens, pas ici, hein, des gens dans des partis politiques classiques et tout, ou moins classiques, voire des partis avec lesquels on est très amis. Tu dis, mais enfin, c'est quand même pas la priorité. Les taureaux qui sont tués dans les corridas en France, c'est officiellement 1000 en réalité, comme il y a des corridas privées, etc. Machin, on pense plutôt 3000, 4000. 4000 bêtes. Pourquoi quand tu vois, enfin, concentre-toi sur ce que tu veux, concentre-toi sur l'élevage. Hein, franchement, il y a beaucoup plus à faire. C'est des millions chaque jour. J'ai dit, mais non, vous ne vous rendez pas compte de la symbolique que ça serait, tout à coup, que de décréter que dans un pays comme la France, le plaisir de torturer un animal ne peut pas être érigé en spectacle.
D'ailleurs, la corrida est déjà interdite en fait en France, vous le savez tous. C'est simplement une exception à la loi commune qui permet à certaines régions d'en organiser, ce qui est une aberration totale. C'est-à-dire, tout à coup, on dit non, non, vous n'avez pas le droit de torturer un taureau à Lille parce que c'est de la torture, c'est réprimé par la loi, par de la prison, par une amende très lourde, mais vous pouvez le faire à Béziers. Donc, bah oui, parce que eux, c'est leur tradition, ils aiment bien le faire. Alors, comme ils ont l'habitude de le faire, bah, on va quand même leur laisser le faire. Bon, vous voyez quand même l'hypocrisie totale. En tout cas, pour moi, ce combat-là, il a cette force symbolique dont toi, tu dis avoir besoin pour aussi peut-être croire en la politique. Mais pour ça, il faut que les politiques soient audacieux. Et on ne leur demande pas une audace extraordinaire. Hein. Franchement, je travaille en ce moment pour que la France insoumise accepte de remettre dans sa prochaine niche la corrida en première position. C'est pas gagné, et ce serait la moindre des choses qu'ils le fassent. Déjà parce qu'ils m'ont demandé de retirer le texte il y a 2 ans, alors que je ne souhaitais pas le faire. Je l'ai fait parce que ça a été une demande de la France insoumise et que j'ai joué collectif. J'ai donc entamé des discussions avec eux pour que cette fois-ci, ils la mettent en première position, qu'on ait le temps d'en discuter et qu'on obtienne une victoire extrêmement forte sur le plan symbolique, même s'il y a quelques milliers d'animaux qui seraient sauvés chaque année. Mais ça dirait beaucoup sur l'évolution de la société française. Donc j'espère que nos amis, nos camarades de la France insoumise, à qui nous faisons confiance, prennent la mesure de l'importance symbolique que vient de noter Audrey dans son intervention, de cette interdiction. Voilà, donc je plaide pour la même chose que toi. Merci à toutes les 3. On a le temps d'avoir des questions forcément, donc on va commencer par 3 questions et après vous répondrez à ces 3 questions. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, moi c'est un peu de la triche, c'est une remarque, mais j'ai le droit ou... Ouais. Non, je voulais juste faire une remarque. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce débat, ce soir, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Christine, je crois que c'est ça votre prénom, parce que je pense alors c'est un avis que je voulais vous partager, voilà. Je pense que l'écologie politique, elle ne peut être que anticapitaliste. C'est absolument impossible de ne pas interroger le système dans lequel on vit. Donc un système marchand est profondément non écologique. Et d'autre part, je suis ravie aussi que vous ayez prononcé le nom de décroissance, mais juste un peu à la fin, parce que j'étais inquiète de ne pas l'entendre. Et d'autre part, voilà, je pense que vraiment c'est une déstructuration et un combat du système dans lequel nous sommes qui est absolument prédateur. Et je suis absolument ravie, puisque c'est un peu mon domaine, que vous ayez prononcé également le mot d'extractivisme, qui est absolument le fondement de notre société. La question de la transition écologique que l'on met au cœur, au fond de la mine, parce que on va être sauvé par la mine. Enfin, c'est un truc de malade quand on connaît le sujet. Vous avez l'air de le connaître, donc c'est absolument prodigieux la façon dont on se plante complètement. Et je crois qu'on ne peut pas être écologique si on n'interroge pas profondément, comme vous le faites très bien au sein de l'INPE, etc. Mais je tiens à le souligner parce que je suis étonnée qu'on sépare encore l'écologie politique c'est complètement une question d'économie et de système économique. Je pense sincèrement. Voilà. Moi, j'ai une question. J'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression que la difficulté actuelle, c'est aussi de représenter les revendications de personnes très différentes les unes des autres au sein d'un seul parti. Et par exemple, hier, quand je suis arrivée ici, il y a quelqu'un qui a dit à côté de moi non, mais moi, ça va, j'ai pas peur, là, les agris dehors, j'ai pas peur parce qu'il y a la police qui est là, la police, elle nous protège, quoi. Et je me suis dit, merde, putain, mais moi, quand je suis sortie de la voiture, j'ai vu les keufs et j'ai flippé. Je me suis dit, putain, mais encore un contrôle, ils vont me fouiller, comment ça va se passer? J'avais les jambes qui tremblaient, c'était l'étape 1 de la journée. Et en fait, là, quand vous parliez, par exemple, c'est vrai que je conçois qu'il y ait plein de personnes qui entendent qu'on veuille leur retirer la viande, la voiture, etc. Alors que j'ai l'impression de militer tous les jours pour pouvoir marcher dans la rue sans me faire agresser sexuellement, pouvoir aller au travail sans entendre des réflexions racistes de la part de mes collègues, être sûr d'avoir un CDI à la fin et de pas
avoir dévoilé mes opinions ou ma culture dans une conversation. J'ai envie d'avoir plein de nouveaux droits. Je m'en fiche un peu, j'avoue que j'ai zéro empathie pour les gens qui flippent pour leur steak et leur piscine privée. Parce que moi, j'ai envie d'avoir des sous pour aller à la piscine municipale. J'ai envie de pouvoir m'y baigner si jamais vraiment j'ai besoin de me baigner à un moment donné, que c'est vital pour moi de la taper un crawl ce matin. Et du coup, j'ai quand même l'impression que c'est une promesse aussi de plein de choses, en fait, de plein de belles choses, de lutter à gauche normalement. C'est promettre une vie avec un peu moins de racisme, si c'est possible, avec moins de sexisme, avec une alimentation qui ne nous bute pas. Donc là, le challenge que moi je perçois pour les prochaines années, c'est celui-là. Et vous l'envisagez comment? D'essayer de représenter plein de gens qui sont différents comme ça, les uns des autres, et qui vivent des contraintes et des oppressions différentes. Non, mais moi, je ne suis pas du tout représentante politique, donc, mais c'est vrai que ces questions, elles sont essentielles et qu'elles ne sont pas assez présentes aussi, comme Malcolm Ferdinand l'a remarqué il n'y a pas très longtemps dans les luttes écologistes, et que la question de l'extractivisme est essentielle, la question des smartphones, cette soi-disant transition énergétique qu'on nous vend pour fabriquer des armes. Il n'y a pas très longtemps, dans Le Monde, ils ont écrit les métaux, la guerre au Congo, les métaux essentiels pour la transition énergétique. Et j'ai eu envie d'écrire au Monde en disant, vous foutez de notre gueule. Vous savez très bien que c'est pour fabriquer les armes, les métaux qui sont... C'était même dit dans l'article. Et j'ai trouvé que vraiment l'article, le titre était absolument immonde. Et donc, voilà, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur toutes ces questions. Et la question de la peur aussi est très présente. J'essaie de donner une réponse un peu politique. Dans ce que tu... En gros, dans les combats qu'on mène, il y a le fait de pouvoir garantir des droits qui sont déjà officiellement, je dis bien officiellement acquis, mais qui ne sont pas respectés. Et puis, il y a un autre combat pour acquérir de nouveaux droits. Dans ce que toi, tu as décrit sur ta situation personnelle, en réalité, tu nous décris une situation où tes droits sont bafoués, mais ils sont déjà acquis, en principe. Tu n'as pas le droit d'être discriminé pour tes origines, pour tes opinions politiques. Tu n'as pas le droit. Ce n'est pas normal que tu aies peur de la police ou de la gendarmerie, puisque c'est un corps qui, en principe, est constitué pour nous protéger. Donc, ça veut dire qu'il y a des comportements déviants. Il se trouve que, honnêtement, les gendarmes qui sont là depuis 2 jours sont très sympas, très gentils. On la parle avec eux. Ils veulent vraiment nous protéger. Ils veulent vraiment que ça se passe bien. Mais oui, il y a des violences policières, il y a des contrôles aux faciès, il y a des comportements absolument insupportables, intolérables, que nous, on combat très fortement, mais ça n'est pas normal que tu aies peur de la police. C'est qu'il y a une culture dans ce pays de l'impunité, notamment des mauvais comportements de professionnels de ce corps, qui est extrêmement gênante. Donc, nous, sur les sujets que tu as évoqués, toi en tout cas, on se bat pour que les droits des individus soient respectés alors qu'ils ne le sont pas. C'est un vrai souci. Et une fois de plus, je parle de droits qui sont déjà acquis. Mais tu posais sachant que on est dans une société qui effectivement, la société néolibérale, qui est extrêmement violente et qui est une société de coercition et qui s'appuie sur des forces de l'ordre qui sont censées plutôt te limiter dans tes droits plutôt que de les faire respecter. Donc ça aussi, c'est-à-dire que la violence que tu peux subir dans un pan de ta vie personnelle découle aussi d'un système économique qui est foncièrement violent. Et c'est le paradoxe, qui à la fois promeut l'individualisme en tout, mais qui se moque complètement des individus en réalité et de leur développement personnel. C'est le gros paradoxe du néolibéralisme. Et nous, ce qu'on promeut à la Rêve, c'est là encore la réunion de 2 réalités. Le fait que chaque être humain qui paraît sur cette planète doit pouvoir s'épanouir totalement dans le respect de lui-même, de ses croyances, de ses envies, de ses singularités.
Et il doit pouvoir exprimer ses singularités dans chaque pan de son quotidien, dans son travail, dans ses loisirs, lorsqu'il se promène dans la rue. Et là, si on devait faire une discussion qui soit très longue, on parlerait du voile, on parlerait, voilà, on pourrait pointer un certain nombre de sujets comme ça qui permettent de se poser ces questions-là. Mais en même temps, nous, on essaye aussi de pointer tout ce qui nous rassemble. C'est-à-dire que le fait que nous appartenons à la même espèce humaine fait qu'en réalité, nous sommes tous semblables. Donc c'est cet équilibre que nous, on essaye d'écrire. C'est le fait que nous sommes semblables avec nos différences. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair ce que je suis en train de dire. Le premier truc que j'avais envie de dire, je trouve qu'on devrait arrêter d'utiliser le mot transition énergétique. Parce que franchement, ce truc, c'est absolument de l'arnaque, ça n'a jamais existé. Voilà. Puisqu'en fait, chaque source d'énergie, c'est en fait ajouté à la précédente, et y compris en augmentant même, enfin bon, voilà, je vais pas faire du souffle et sauce parce que j'en suis pas capable, donc voilà. Et donc, parce que ça, c'est le truc pour éviter la question de la rupture, malgré tout. Voilà. Et pour moi, la question de la rupture, elle est sur le système énergétique. Et je pense qu'il y a aussi une discussion sur ce qu'est l'État et à quoi il sert. Parce que oui, les gendarmes qui sont là, ils peuvent être aujourd'hui extrêmement polis, mais ça peut être les mêmes qui ont été envoyés à Sainte-Soline. Si les ordres qui leur sont donnés par l'État sont de se comporter comme à Sainte-Soline, ils se comporteront comme à Sainte-Soline, avec tout ce que ça veut dire de niveau de violence juste incroyable. Bon, je m'étends pas là-dessus parce que voilà, c'est bon. Et donc malgré tout cette question et je trouve que ça c'est quand même quelque chose qui apparaît de plus en plus clairement, c'est-à-dire que ils apparaissent quand même pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils servent à défendre les intérêts d'une poignée, d'une minorité. Voilà, de la minorité qui pompe les nappes phréatiques pour arroser leur maïs, rien ne va quoi dans cette dans cette histoire-là et bon. Donc voilà, c'est un peu sur cette question. Et après sur la question, malgré tout, on est ensemble, mais la condition de pouvoir être vraiment ensemble et de lutter ensemble, c'est aussi de comprendre qu'à l'intérieur de on est tous ensemble, il y en a quand même qui sont moins égaux et moins égales que les autres. Et qu'il y a un certain nombre d'oppressions, de discriminations, etc., qui sont complètement agissantes et dont les seuls qui peuvent les faire émerger sont celles et ceux qui les subissent. C'est les premiers et les premières concernés. C'est-à-dire, bon, on nous dit oh, MeToo, c'est extraordinaire, enfin... Avant qu'il y ait un certain nombre de choses qui sortent, qui s'entendent, etc., combien de paroles étouffées, combien de souffrances, combien de vies détruites. Bon, et s'il n'y avait pas eu la puissance du mouvement féministe, d'un mouvement collectif, d'un mouvement de fond dans la société, vous voyez qu'on entendrait parler de MeToo, que dalle, rien du tout, bon, etc., etc. Et c'est pareil sur toutes les questions d'oppression, etc. Et c'est vrai que c'est pas si simple. Alors les camarades des soulèvements de la terre parlent de composition, parce que on parle souvent de convergence des luttes et de choses comme ça, mais il ne peut pas y avoir de composition sans la reconnaissance des faits d'oppression qui, y compris, peuvent traverser
cadres et nos différents collectifs. Et voilà. Et il n'y a pas d'émancipation qui soit pas une auto-émancipation. Voilà. Mouvement féministe, on dit me libère pas, je m'en charge. Mais c'est vrai pour tous les opprimés et les dominés. Il faut se méfier comme de la peste, celles et ceux qui parlent à la place d'eux. Alors, dans les luttes anti-impérialistes, il y avait beaucoup de grands frères comme ça, vous savez, qui savaient beaucoup mieux que les peuples dominés eux-mêmes ce qu'ils devaient faire et quels étaient les conseillers. On entend ça dans les luttes féministes régulièrement. Vous ne devriez pas vous y prendre comme ça. Mais, ok, on va s'y prendre de la façon qui nous donne de la force, parce que c'est notre force qui fera changer les choses. Bon, voilà, je pense que c'est juste des dimensions sur lesquelles j'avais envie d'insister. Juste vous dire un grand merci pour votre présence, mais ce n'est pas encore fini, il reste encore une matinée. Et puis ce soir, on va se parler et tout, mais très collectivement, très très vite. C'était la deuxième édition, c'est la deuxième édition, elle n'est pas encore terminée. Il y a un bilan qu'on va tirer, qu'on va prendre quelques jours pour analyser. Mais les ennuis qu'on a eus avec les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs, disent quelque chose de nous. Donc moi, je vois quelque chose, malgré les désagréments, même si j'étais extrêmement fâché, notamment vis-à-vis des effets de toutes ces perturbations sur les enfants, les animaux. Bon voilà, ça veut dire quand même que notre mouvement commence à s'étendre, commence aussi à inquiéter, et c'est très bien. On était 2 fois plus nombreux, malgré le fait que certaines personnes ont rebroussé chemin à cause du blocage des centaines de, pour moins 100, 150 personnes qui ne sont pas là. Mais bref, on est quand même 2 fois plus nombreux que l'an dernier. Nous serons 2 fois plus nombreux l'an prochain. Je vous l'annonce déjà. On écrit ce qui nous différencie, je terminerai là-dessus, parce que vous me connaissez, vous savez que sinon je peux parler pendant 30 minutes sans m'arrêter. Ce qui nous différencie notamment des autres mouvements, c'est que nous ne savons pas tout à fait où nous allons. Nous avons un horizon, mais nous ne savons pas par quel chemin nous y allons. Et tout ça, ce chemin, on l'invente ensemble. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. On apprend, on improvise, on va tirer les leçons de ce qu'on a vécu ce week-end. Donc je peux déjà vous dire que l'université 3e édition ne sera pas comme celle-ci, elle sera différente. Ce sera relativement calme, je sais déjà, on a déjà plusieurs idées, on vous en reparlera. Mais en tout cas, voilà, si vous avez été un petit peu refroidi par ces épisodes, ne pensez pas que ce sera aussi inconfortable. Là, maintenant, vous vivez un peu les désagréments du camping qu'on pourrait vivre partout, à savoir on annonce une tempête, mon Dieu, que va-t-il se passer, on n'en sait rien, mais quelque part, c'est ça aussi l'originalité de notre mouvement, et ce qui fait aussi sa sympathie, c'est ce lien humain, et tous ces moments qu'on peut partager assez originaux. Donc un grand merci, très bonne soirée, et j'espère qu'on va trouver des solutions pour le campement ce soir. Merci.